Le soir où mon gendre a servi à boire à ses amis dans mes verres en cristal de baccarat, j'ai compris que quelque chose s'était brisé et ce n'était pas le cristal. Je m'appelle Marguerite Fontenoux, j'ai 74 ans, institutrice à la retraite après 38 ans passés à apprendre à lire aux enfants de ce quartier. 38 ans à corriger des cahiers sous cette même lampe de bureau, dans cette même maison que j'ai achetée seule, en 1987, avec l'argent mis de côté sou par sou depuis mon premier poste à Clermont-Ferrand. Mon mari Bernard est parti il y a 6 ans, d'une crise cardiaque un mardi matin, en lisant son journal. Depuis, je vis seule ici, dans cette maison de 110 mètres carrés avec son jardin et ses rosiers, que je taille moi-même chaque printemps. Ma fille Isabelle est revenue s'installer ici il y a 10 à 8 mois avec son mari Kevin. Ils avaient perdu leur appartement en location à Lyon des dettes impayées. Une procédure d'expulsion, des explications floues que je n'ai jamais tout à fait comprises. Isabelle avait pleuré au téléphone. Elle avait dit « Maman, on n'a nulle part où aller. Juste le temps de se retourner. » J'avais dit oui. Bien sûr que j'avais dit oui. C'est ma fille. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que le temps de se retourner durait 10 à 8 mois. Et que Kevin, au fil des semaines, se comporterait de moins en moins comme un invité et de plus en plus comme le propriétaire d'un lieu dont il ignorait jusqu'au prix. Le vendredi soir en question, j'étais dans ma chambre. Il était 22 heures passées. J'avais éteint ma lumière. J'essayais de dormir. Puis j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, des voix d'hommes, des rires, le bruit caractéristique de mes chaises de salle à manger qu'on tire sur le carrelage. J'ai mis ma robe de chambre. Je suis descendue. Ils étaient 5 autour de ma table, Kevin et 4 hommes que je ne connaissais pas. Sur la table, mes verres en cristal de baccarat, un cadeau de mariage de ma belle-mère disparu en 2003. Des bouteilles de bière bon marché, un plateau de charcuterie emballé sous plastique posé directement sur la nappe en lin que je repasse moi-même. Isabelle n'était pas là, elle travaillait de nuit ce mois-ci à la clinique. Kevin m'a vu sur le seuil. Il n'a pas eu l'air surpris. Il n'a pas eu l'air gêné non plus. Il a juste soulevé sa bière dans ma direction, comme pour trinquer, et il a dit « Bonsoir Marguerite, on essaie de pas faire trop de bruit. » Pas de belle-mère. Jamais de belle-mère. Depuis 10 à 8 mois, j'étais Marguerite, comme si nous étions camarades d'école. J'ai regardé mes verres en cristal. J'ai regardé la nappe tachée d'une auréole de bière fraîche. J'ai regardé Kevin qui avait déjà tourné la tête vers ses amis. J'ai dit « Ces verres appartiennent à ma belle-mère. Je vous demanderai de les ranger et d'utiliser les verres du placard du bas. » Kevin a poussé un soupir, du genre de ceux qu'on réserve aux enfants capricieux. Un de ses amis a regardé ses chaussures. Il a pris les verres, les a reposés sur le buffet, pas dans l'armoire, sur le buffet et a dit, sans me regarder, « C'est aussi notre maison maintenant, Marguerite. On est en famille ici. » Je suis remontée dans ma chambre. Je n'ai pas répondu. Je me suis assise au bord de mon lit dans le noir et j'ai écouté leur rire traverser le plafond jusqu'à 2 heures du matin. Mais dans ce silence que je m'imposais, quelque chose s'était mis en marche. Une mécanique froide et précise, comme une horloge qu'on vient de remonter. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez ce soir. Nous aimons savoir jusqu'où voyagent nos histoires. Le lendemain matin, Kevin et ses amis avaient laissé la cuisine dans un état que je ne décrirai pas en détail. Un verre en cristal était ébréché. Pas cassé, ébréché comme s'il avait été reposé avec violence sur le marbre. Ma nappe en lin trempait dans l'évier. Quelqu'un avait essayé de rincer la tache. J'ai pris le verre ébréché dans ma main. Je l'ai regardé longuement. Puis je l'ai posé sur le rebord de la fenêtre face à la lumière du matin, pour que l'ébréchure soit bien visible. Pas pour pleurer. Pour me souvenir, j'ai attendu qu'Isabelle rentre de son service de nuit. Elle était épuisée, les yeux cernés, elle sentait le désinfectant hospitalier. Je lui ai montré le verre. Elle a dit « Maman, c'est un accident, Kevin était désolé. » Elle n'avait manifestement pas parlé à Kevin. Elle répétait ce qu'elle voulait croire. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas insisté. Ce jour-là, j'ai décidé de regarder ce qui se passait vraiment dans ma maison. Non pas avec les yeux d'une mère qui préfère fermer les siens, mais avec ceux d'une femme qui a passé 38 ans à observer des enfants à lire ce qu'ils ne disent pas, à voir ce qu'ils cherchent à cacher. J'ai commencé par la chambre d'amis, celle qu'ils occupaient. Je n'avais aucune raison d'y entrer depuis des mois, je respectais leur intimité. Ce jour-là, j'y suis entrée.
J'avais un prétexte valable. Je cherchais la boîte à couture de ma mère, que je savais ranger dans le haut du placard. La chambre sentait le renfermé et un parfum sucré bon marché. Des vêtements partout. Des cartons jamais défaits depuis leur arrivée. Sur le bureau que j'avais installé pour qu'Isabelle puisse travailler ses formations en ligne, une pile de papier. J'ai jeté un œil distrait, comme on le fait quand on cherche autre chose. Et alors j'ai vu une feuille avec le logo d'un site que je connaissais, Airbnb. J'ai regardé de plus près. C'était une confirmation de réservation. Chambre privée dans une maison de maître, quartier résidentiel calme, jardin privatif, stationnement gratuit. Disponible du vendredi au dimanche. Prix par nuit. 15 €. L'adresse indiquée était la mienne. J'ai senti le sol se dérober légèrement sous mes pieds. Pas de vertige, plutôt ce moment particulier où le cerveau enregistre quelque chose que le cœur refuse encore. J'ai pris la feuille dans mes mains. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai fouillé un peu plus, avec méthode maintenant, sans plus aucun prétexte à me donner. J'ai trouvé 4 autres confirmations, agrafées ensemble. Les réservations remontaient à 7 mois. 7 mois de week-ends loués. À 75 € la nuit, 2 nuits par week-end, sur 30 semaines, j'ai fait le calcul rapidement, comme je le faisais au tableau noir avec mes élèves de CM2. 4 500 € peu, être davantage si certains séjours avaient été plus longs. 4 500 € générés par ma maison, mon jardin, mon adresse, mon nom sans que j'en sache rien, sans qu'on me demande quoi que ce soit, sans que je voie un seul centime. La chambre qu'il louait, j'ai mis un moment à comprendre laquelle c'était. Les photos sur l'annonce montraient une pièce avec une fenêtre donnant sur le jardin, un parquet ancien, une cheminée en pierre. C'était ma chambre d'amis, celle qu'ils occupaient. Mais les week-ends où ils la louaient, où dormaient-ils, eux? J'ai cherché encore. Sur un carnet à spirale posé près du bureau, j'ai trouvé des dates entourées. Les mêmes dates que les réservations. Et à côté, une adresse à Villeurbanne, probablement chez des amis. Ils partaient le week-end et louaient ma maison. Ma maison avec mes meubles, ma nappe en lin, peut être mes verres en cristal de baccarat. À des inconnus, j'ai tout repris, tout vérifié. J'ai replacé les papiers exactement comme je les avais trouvés. J'ai pris la boîte à couture de ma mère, je ne l'avais pas cherchée pour rien. Finalement, et je suis sortie de la chambre en refermant doucement la porte. Je suis descendue à la cuisine. Je me suis préparé un café. Je me suis assise à la table que j'avais nettoyée ce matin, et j'ai réfléchi. La colère était là, bien sûr, une colère profonde et propre comme de l'eau de source. Mais au-dessus d'elle, plus forte, il y avait autre chose. Une clarté totale. La même que j'avais le matin des jours d'inspection, quand le directeur académique venait observer mes cours, et que je savais exactement quoi dire. Comment me tenir, quel enfant appeler au tableau pour démontrer ce que j'avais bâti. J'ai ouvert le tiroir du bas de la cuisine, celui avec le faux fond que Bernard avait aménagé pour y glisser les documents importants. À l'intérieur, la boîte en fer blanc décorée de chats siamois que ma mère m'avait offerte pour mes 40 ans. Kevin ne regardait jamais dans les tiroirs de cuisine, il ne savait pas où étaient les couverts. Dans cette boîte, enveloppée dans du papier kraft, le titre de propriété, l'acte notarié et une copie du testament de Bernard qui confirmait que la maison revenait exclusivement à moi, sans indivision d'aucune sorte. J'avais vérifié ce point avec Maître Allemand, mon notaire, au moment du décès de Bernard. J'y avais veillé. Une institutrice à la retraite passe beaucoup de temps à ranger ses affaires correctement. J'ai pris une feuille de papier et mon stylo plume, le Waterman Bordeaux, que je m'offre chaque Noël depuis 20 ans en m'achetant des cartouches. Écrire à la main m'aide à penser droit. J'ai fait une liste. Maître Allemand, notaire. Airbnb signaler l'annonce frauduleuse. Banque vérifier mes comptes. Huissier si nécessaire. Serrurier. Je me suis arrêtée sur ce dernier mot. Je l'ai souligné 2 fois. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'Isabelle parte travailler et que Kevin parte faire ses livraisons. Il travaillait pour une société de coursiers depuis peu. J'ai regardé la voiture disparaître au bout de la rue depuis ma fenêtre de chambre. Puis je suis descendue et j'ai décroché le téléphone fixe, celui que tout le monde me demandait de supprimer parce que plus personne n'utilise ça, Marguerite. J'ai appelé Maître Allemand en premier. Sa secrétaire m'a donné un rendez-vous pour le lendemain. Puis j'ai appelé Airbnb. J'ai expliqué calmement, avec les termes précis, que ma propriété était mise en location sur leur plateforme à mon insu, que j'en étais l'unique propriétaire, que je possédais les documents notariés le prouvant et que je demandais la suppression immédiate de l'annonce et le remboursement de toutes les sommes encaissées, puisque le compte bancaire utilisé n'était pas le mien,
et que la mise en location avait été effectuée sans mon consentement, l'opérateur m'a demandé de patienter. J'ai attendu sans raccrocher. 22 minutes plus tard, l'annonce était suspendue et un dossier de réclamation était ouvert à mon nom. On me rappellerait sous 48 heures. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre les rosiers dans le jardin. Ils auraient besoin d'être taillés sous peu. M. Bertrand est arrivé 1 heure plus tard serrurier depuis 30 ans. L'entreprise est sur le boulevard Pasteur. J'avais son numéro dans mon agenda papier. Un homme solide avec une caisse à outils qui cliquetait proprement. Je lui ai expliqué que je souhaitais changer l'ensemble des cylindres, porte d'entrée, porte de service, portail de jardin. Il a hoché la tête sans poser de questions inutiles, comme les gens compétents savent le faire. Pendant qu'il travaillait, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je suis allé dans le garage, ce garage que Kevin utilisait pour ranger son vélo de livraison et quelques cartons. En poussant les cartons de côté, j'ai trouvé, posée contre le mur du fond, une toile encadrée enveloppée dans du papier bulle. Je l'ai déballée. C'était la peinture à l'huile de ma grand-mère, un paysage de Corrèze, des vaches dans un pré, un ciel de fin d'été. Elle était accrochée dans le couloir depuis que j'avais hérité de la maison de ma grand-mère. Elle avait disparu du mur il y a peu, être 4 mois. J'avais cherché, j'avais demandé. Isabelle avait dit qu'elle l'avait peu, être rangée pour faire de la place. Je n'avais pas insisté. Elle était dans le garage, emballée dans du papier bulle, avec une étiquette collée au dos. Une étiquette d'un site de vente en ligne. Avec un prix, 240 €. Ils avaient essayé de vendre le tableau de ma grand-mère. J'ai gardé cette information avec moi, dans cette partie de moi qui classait maintenant les pièces à conviction avec le même soin que je classais autrefois les bulletins scolaires. Je suis retournée à l'intérieur. Monsieur Bertrand finissait le portail. « Voilà, Madame Fontenot », il a dit en me remettant le jeu de clés. 6 exemplaires, cylindre européen, haute sécurité, breveté jusqu'en 2032. Personne ne rentre sans votre accord. Je l'ai payé en chèque, 190 €, et je lui ai demandé un reçu. Je me suis assise dans mon fauteuil du salon, face à la fenêtre. J'avais refermé à clé de l'intérieur. Pour la première fois depuis 10 à 8 mois, j'étais seule dans ma maison, vraiment seule, et les serrures étaient les miennes. J'ai appelé ma banque. « Bonjour, je souhaite consulter les mouvements détaillés de mon compte courant sur les 12 derniers mois, et également du livret A. Oui, je peux patienter. » Ce que la conseillère m'a lu n'était pas une catastrophe, pas de virement frauduleux. Pas de carte utilisée à mon insu, mais il y avait des retraits en espèces réguliers, 200 € par mois depuis 10 mois, effectués depuis le distributeur de la rue d'à côté. Avec ma carte, qui n'avait pas bougé de mon portefeuille, à moins qu'elle n'ait bougé. À moins que, durant les semaines où je dormais profondément, grâce aux comprimés pour le sommeil que j'avais commencé à prendre l'hiver dernier, des comprimés auxquels Kevin avait fait allusion comme étant vraiment utiles pour Marguerite, elle dormait mal, quelqu'un ait emprunté ma carte, l'ait utilisée et l'ait replacée. 2000 € au total, prélevés progressivement, sans jamais dépasser le seuil qui aurait déclenché une alerte. J'ai demandé à la conseillère de bloquer la carte et d'en émettre une nouvelle, à retirer en agence uniquement. Puis j'ai raccroché. Je me suis levée. J'ai monté les escaliers lentement, en tenant la rampe. J'ai poussé la porte de leur chambre. Je suis entrée cette fois sans prétexte, sans boîte à couture à chercher. J'ai sorti les 4 valises que Kevin stockait sous le lit des valises cabines Samsonite avec les étiquettes d'une ancienne compagnie aérienne. Je les ai ouvertes sur le lit. J'ai commencé à faire leurs bagages. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Je n'ai pas jeté leurs affaires. Je les ai pliés, même les vêtements de Kevin, même ses polos froissés laissés en boule sur la chaise. J'ai plié, roulé, rangé, avec le même geste patient que j'utilisais pour ranger les cahiers de mes élèves dans leurs pochettes. Leurs affaires de toilette dans une trousse, les chargeurs dans une pochette à part, le cahier à spirale avec les dates de réservation, je l'ai posé en dernier, bien en vue, sur le dessus d'une valise, comme une pièce à conviction qui se présente elle-même. J'ai porté les valises sur le palier, une par une. Puis dans l'entrée. Elles étaient lourdes, oui. J'ai 74 ans et je taille mes rosiers moi-même. Ça aide, je me suis assise dans mon fauteuil. Il était 16h40. Kevin rentrait généralement vers 10 à 7h30. Isabelle ce soir à 10 à 9h. J'ai pris mon livre sur la table basse, une biographie de Simone Veil, que j'avais commencé en janvier et interrompu sans raison. J'ai lu pendant 1 heure, dans le silence de ma maison, avec mes nouvelles clés posées sur la coudoir du fauteuil. La voiture s'est garée devant chez moi à 10 à 7h22.
J'ai entendu le portail. Puis plus rien, il avait dû constater que sa clé ne fonctionnait plus. Puis le bruit de la clé dans la porte d'entrée, tenté plusieurs fois, avec une insistance croissante. Puis la sonnette, je suis allé à la porte. Je l'ai ouverte avec la chaîne de sécurité enclenchée M. Bertrand en avait installé une neuve en même temps que le cylindre. Kevin était sur le seuil. Il avait ce visage des gens qui ont le sentiment qu'une erreur technique s'est produite et qu'ils vont l'expliquer très calmement. Marguerite, la serrure. Les serrures ont été changées ce matin, j'ai dit. Ma voix était celle que j'utilisais au tableau quand j'énonçais une règle de grammaire. Pas haute, pas tremblante. Posez, vos affaires sont dans l'entrée. Il a regardé derrière moi et vu les 4 valises alignées. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous le savez. Il a changé de visage. La politesse de surface s'est évaporée très vite, moins de 10 secondes. Vous ne pouvez pas faire ça. On a des droits. On habite ici depuis 10 à 8 mois. Il y a une procédure. Il n'y a pas de bail, j'ai répondu. Pas de contrat de location, pas de loyer versé, pas de dépôt de garantie. Vous étiez mes invités. Et l'invitation est terminée. Isabelle est ma fille. Je lui parlerai moi-même. Vous savez pas ce que vous faites. Vous êtes seul. Vous avez besoin de nous. Ce dont j'ai besoin, j'ai dit, c'est que vous repreniez vos affaires et que vous libériez ma propriété. J'ai rendez-vous avec mon notaire demain matin. J'ai également contacté Airbnb pour signaler l'utilisation frauduleuse de mon adresse et ma banque pour les retraits non autorisés effectués avec ma carte. Maître Allemand possède une copie de tous les documents. Le silence qui a suivi avait la consistance du béton. Kevin a reculé d'un pas. Il regardait les valises. Il regardait la chaîne de sécurité. Il regardait quelque chose derrière moi, probablement en cherchant une sortie dans ce couloir qui n'en avait pas. Le tableau de ma grand-mère est dans ma chambre, j'ai ajouté. Emballé dans du papier bulle n'a servi à rien. Il n'a pas répondu. J'ai fermé la chaîne. J'ai soulevé la première valise et l'ai fait glisser par l'espace de la porte entr'ouverte. Puis la deuxième. Il les a prises en reculant, mécaniquement, comme si le scénario qu'il avait envisagé pour ce soir ne comprenait pas cette séquence. J'ai sorti les 2 dernières. « Laissez-moi appeler Isabelle », a-t-il dit. « C'est moi qui l'appellerai. » J'ai refermé la porte. J'ai tourné le verrou neuf. Le claquement métallique était différent des anciens plus nets, plus définitifs. Comme une dernière page qu'on retourne. J'ai appelé Isabelle à 10 à 8 heures. Je ne lui ai pas laissé le temps de parler en premier. Je lui ai dit tout l'annonce Airbnb. Les réservations sur 7 mois, ma carte bancaire, le tableau. J'ai parlé 10 minutes sans m'interrompre. Lentement, en articulant, comme on fait quand on veut qu'une vérité soit entendue et non discutée. Il y a eu un long silence au bout du fil. Puis Isabelle a dit « Je ne savais pas, maman. » Sa voix avait changé. Ce n'était plus la voix qui défendait Kevin depuis 10 à 8 mois. C'était la voix de la petite fille qui me regardait corriger mes cahiers le soir à cette même table de cuisine. Je le savais. Et en même temps, je ne pouvais plus faire comme si savoir suffisait. « Tu peux dormir ici ce soir, » j'ai dit. Lui, non. Il y a eu un autre silence. Puis, « D'accord, maman. » Elle est rentrée à 20 heures. Seule. Nous avons mangé une soupe ensemble à la cuisine avec les bols que j'avais depuis 30 ans. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Parfois, manger ensemble en silence, c'est la conversation la plus honnête qu'on puisse avoir. Le rendez-vous avec Maître Allemand a duré 1h30. Il a tout lu, tout écouté, tout noté. Il n'était pas surpris, les notaires voient passer beaucoup de vie. Il a dit que le dossier Airbnb était solide. Que les retraits bancaires constituaient un abus de faiblesse caractérisé au sens de l'article 223, 152 du Code pénal, et que l'étiquette de vente sur le tableau de ma grand-mère était une tentative de soustraction frauduleuse. Il m'a recommandé de ne pas porter plainte immédiatement, de laisser Kevin comprendre seul le périmètre de sa situation. Les gens qui ont fait ce qu'il a fait, m'a dit Maître Allemand, trouvent généralement qu'il est plus raisonnable de rembourser amiablement que d'expliquer leur comportement devant un juge. Airbnb m'a rappelé 43 heures après mon signalement. Compte suspendu, annonce supprimée. Les sommes versées à Kevin via la plateforme faisaient l'objet d'une procédure de récupération. Il avait utilisé un compte à son nom, ce qui simplifiait les choses considérablement. On me recontacterait pour les modalités. Kevin a envoyé un message à Isabelle 1 semaine après, puis 2. Puis il a cessé. Isabelle est restée 2 mois supplémentaires, le temps de trouver un studio à louer du côté de la Pardieu. Je l'ai aidée pour le dépôt de garantie. Pas parce que je le devais, mais parce qu'elle est ma fille et qu'elle n'est pas responsable de tout.
Elle a beaucoup pleuré la nuit de son départ. Moi aussi, un peu, après qu'elle soit partie, assise à ma table de cuisine avec mon café froid. Certaines douleurs ne passent pas vite, mais elles passent. Aujourd'hui, 4 mois se sont écoulés depuis le soir des verres en cristal. Le tableau de ma grand-mère est revenu à sa place dans le couloir. J'ai fait nettoyer le cadre par un restaurateur du Vieux Lyon, une légère griffure, rien d'irréparable. Les vaches dans le pré de Corrèze regardent toujours le même ciel de fin d'été. La chambre d'amis sent à nouveau la cire et le linge propre. J'ai changé les draps, rouvert les volets, posé sur la table de chevet un livre que j'aime, Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, pour rappeler à cet espace ce qu'il était avant. Le dossier avec Maître Allemand est en cours. Un protocole transactionnel a été proposé à Kévin. Ses avocats commis d'office ont regardé les documents et lui ont conseillé de signer. Il remboursera les retraits non autorisés en 20 mensualités. Chaque virement qui arrive est une phrase courte, ordinaire et juste. Isabelle m'appelle le dimanche. Pas tous les dimanches, mais la plupart. Nous parlons de tout sauf de Kévin. Un jour peut être nous en parlerons, mais il n'y a pas d'urgence. Certaines conversations attendent qu'on soit prêtes toutes les deux. J'ai récupéré l'argent déposé sur la plateforme Airbnb par les locataires des week-ends. Avec cette somme, j'ai fait réparer la fenêtre de la cuisine qui fermait mal depuis 3 ans et j'ai commandé 2 nouveaux rosiers grimpants pour le mur du fond du jardin, une variété ancienne qui sent fort le soir, qu'on appelle Ghislaine de Féligonde. Je trouve ce nom magnifique pour une rose. Certains matins, je m'arrête devant ma porte d'entrée avant de sortir faire mes courses. Je pose la main sur la serrure neuve. Ce n'est pas un geste de victoire, c'est un geste de propriétaire. De femme qui a mis 38 ans à payer cette maison et qui a décidé, un jeudi matin, que personne ne la lui prendrait en silence. La dignité ne se réclame pas, elle se reprend. Si cette histoire vous a touché, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Nous nous retrouvons très bientôt sur Écho d'une vie.